Oui, bien voilà, donc on est sur ce deuxième jour de Vivatech. Deuxième jour et le monde est déjà derrière nous. Beaucoup de et monde, il est à peu près 11h moins le quart. Donc là, ce qui va se passer effectivement aujourd'hui, c'est vrai qu'hier on vous a parlé pas mal de mobilité, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Et de robots. Et de robots aussi, beaucoup. Alors, robots, mobilité, pas mal de choses. R2disation aussi, des robots. On pourra y revenir, ça fera peut-être l'objet d'une tribune. Et donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer, puisque Lionel, dans le fabuleux fichier qu'il a dressé, a identifié 50 boîtes qui parlaient de blockchain. Oui, qui ont présenté un certain nombre d'innovations qui sont autour de la technologie blockchain. Alors aujourd'hui, on va aller les voir et on vous fera ce soir le débrief, parce qu'on ne peut pas vous le faire en live, vous avez vu le bruit qu'il y a. Donc là, on a tourné, vous verrez évidemment ces quelques mots juste avant le début de l'émission quand on va en live ce soir pour vous, et on parlera surtout blockchain. Donc pour l'instant, on est en forme, pour l'instant, on n'a pas trop mal aux pieds, Voilà, tout va bien, mais à mon avis, tout à l'heure, on n'aura peut-être pas les mêmes visages. Voilà. Alors à tout de suite après le jingle. Eh bien, nous revoilà pour ce spécial Vivatech où on Plus finit au calme. On est plus au calme. Ah oui, il y a moins de bruit, c'est un petit peu plus agréable, ça nous change, effectivement. On est rentré en marchant même. Non, mais tout à l'heure. Pas totalement. Ouais. Tout à l'heure, on était quand même, il était 11h moins le quart, hein, quand on a Oui. fait cette petite intro que vous venez de voir. Il y avait beaucoup de bruit, on avait même du mal, nous, à s'entendre parler. Hein. C'était un peu compliqué. Et on est parti, on a continué d'ailleurs à faire un tour pour parler blockchain. C'est vrai qu'en 2017, on parlait de la percée de l'IA ou de l'omniprésence de cette percée de l'IA sur Vivatech 2017. En 2018, on a cette confirmation, mais on a surtout un buzzword qui prend de l'ampleur, c'est la blockchain. Alors, buzzword, effectivement, énormément. Alors, on en parle beaucoup. Certains le dénigrent, certains l'encensent. En tout cas, blockchain n'a pas laissé indifférent. On s'est plutôt focusé, effectivement, sur cette deuxième journée, sur des acteurs de la blockchain. Et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de sons de cloche. On va y revenir, parce qu'on a identifié, effectivement, quelques points d'accroche. Mais entre buzzword et véritables applications blockchain publiques ou privées, en tout cas, ce sera un petit peu le sujet de cette première partie de vidéo. Voilà, alors on voulait voir d'abord dans quel secteur on est impacté. Pour vous, souvent, blockchain, c'est synonyme de crypto-monnaie, ICO, c'est-à-dire levée de fonds en crypto-monnaie. On a forcément des incidences donc de services qui sont proposés sur le financier. On a vu notamment une société américaine qui s'appelle Bitweg et qui vous permet, je crois qu'on a une petite illustration de leur process, oui, qui vous permet d'échanger avec, alors bon, pas forcément hein, avec des pays très pas très connus, je veux dire des pays européens ou les États-Unis, enfin je cherche le mot, mais par exemple sur des pays beaucoup plus lointains ou avec des trafics qui sont beaucoup moins importants en termes de flux d'argent, eh bien ça vous permet, au lieu d'avoir des commissions bancaires qui sont souvent extrêmement élevées, de passer par un système de crypto-monnaie qui va diminuer les frais d'échange. Eh bien là, ils ont une solution qui est une solution blockchain et c'est dans la transaction financière. Exactement, et avec du Bitcoin. Ils étaient hostés d'ailleurs par Orange. Oui, ils étaient chez Orange. On a rencontré aussi quelqu'un pendant très longtemps sur de la certification documentaire. Oui. Alors, certification documentaire, ils étaient chez Airbus, ils s'appellent Block et compagnie. Block et compagnie, des documents dans l'industrie, dans le business to business, des documents sensibles, des documents militaires ou des documents financiers. À un moment, ça ne peut plus passer par des réseaux digitaux. Il faut absolument des preuves écrites, etc. Et bien eux, oui, sur des chaînes complexes, ils arrivent avec un système de blockchain en graphe, disent-ils, pour parler alors, en graphe s'inspirant des réseaux sociaux. Hein, c'est bien ce que vous avez dit, parce que le fait qu'il soit en bloc sous forme blockchain classique tels qu'on les connaît amenait finalement une simplicité, un process trop minimaliste. Et donc la nécessité de pouvoir faire interagir ces blocs avec d'autres blocs qui ne soient pas successifs, c'est une réinterprétation d'une philosophie, effectivement, de la philosophie blockchain. Mais en tout cas, il s'inspire du graphe, des graphes des réseaux sociaux pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire à leur service. Oui, alors c'est surtout, faut savoir que c'est surtout une blockchain privée.
Oui, exactement. C'est une blockchain privée, donc c'est un processus qui est réutilisable et réinstallable dans d'autres configurations. Et l'exemple donné par cette compagnie était intéressant. Par exemple, dans quelques semaines va avoir lieu Roland Garros. Vous achetez votre billet et vous voulez vous assurer contre la pluie. C'est-à-dire si le jour où vous avez réservé votre place sur le cours central, il pleut, eh bien l'assurance va vous rembourser votre billet. Un système qui permettrait d'avoir un certain nombre d'actions qui s'enchaînent, donc un certain nombre d'événements qui sont autant de blocs certifiés qui permettrait de façon complètement automatisée et sécurisée à l'assurance de vous rembourser, parce que finalement c'est une assurance qui va peut-être vous coûter 1 ou 2 euros sur le billet. Comme disait notre interlocuteur, l'assurance elle ne peut absolument pas intervenir de façon physique. De manière humaine, ça sert à rien. Voilà. Et bien à partir de là, on peut complètement sécuriser ce type d'échange. Donc c'est de l'échange de documents et c'est complètement transparent. C'était en mode drag and drop. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement ce qui est intéressant et ce qui nous a semblé vraiment innovant dans la solution proposée, c'est la capacité à tout à chacun, sans maîtriser une seule ligne de code, parce que c'était effectivement l'objet, d'être en mesure de créer, de rédiger un smart contract. Ouais. Et ça, c'était quand même quelque chose de sympa. Donc on mettait les différents blocs, achat de billets, intempéries, etc. Et en fonction de ces conditions, le remboursement pouvait être effectif s'il y avait effectivement une intempérie juste avant le match et que ça avait été noté par l'arbitre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a super sympa. Oui, c'était super sympa. Et surtout, ça vient s'implémenter sur des actions du quotidien qui nous touchent directement. C'est pas des actions financières que l'on fait que très rarement. Ce sont des mouvements qui peuvent être complètement implémentés sur des services au quotidien, des services de tous les jours. Et qui ont l'avantage, ça il nous l'a bien précisé parce qu'il a insisté dessus, de s'implanter, de s'architecturer avec l'ensemble du SI en place. Ah oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une surcouche qu'ils implantent et qui aujourd'hui fait que c'est extrêmement simple de venir ajouter cette surcouche blockchain, en tout cas dans son esprit, pour pouvoir permettre tout à chacun de réaliser des smart contracts dans l'entreprise. Oui. Et alors pourquoi étaient-ils hébergés chez Airbus ? Eh bien parce qu'en fait, eux, ils tirent leur expérience et leur légitimité aujourd'hui du militaire. Et dans le militaire, eh bien, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être confidentielles et complètement sécurisées. Et on avait rencontré M. Nicolas Reffet. Voilà, qu'on remercie pour son accueil, parce qu'on a passé pas mal de temps à discuter avec lui. C'était une discussion absolument passionnante. Mais on a eu aussi une discussion passionnante qui t'a passionné particulièrement. Moi, dès que vous allez me parler de puces dans le cerveau, dès que vous allez me parler de puces sous-cutanées, de médical... alors, c'était chez Brain Dynamic Imaging. Voilà. Alors, on a une photo. Alors, eux, en fait, ils se positionnent comme étant des... alors, ils étaient référencés blockchain. Oui, on a été les voir. On était voir pourquoi ils étaient référencés blockchain. Bon, il apparaît effectivement qu'ils n'étaient pas 100% ancrés sur une solution blockchain. Pour autant, la blockchain et la traçabilité des informations, leur véracité, est efficiente. Donc, c'est un service d'imagerie médicale ultra précis. Ils sont les seuls au monde aujourd'hui à réaliser une image aussi fine que celle qu'ils proposent au niveau du cerveau, avec 3 ou 4 fois moins d'agents radioactifs qui sont envoyés. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, en termes ne serait-ce que de suivi, une visibilité de l'ensemble des tumeurs que vous pourriez avoir, de toute l'activité cérébrale que vous avez sur votre cerveau, et avoir un suivi plus constant, plus régulier, parce qu'on vous envoie beaucoup moins de charges radioactives durant votre traitement, durant votre ça veut dire que chaque visite dans leur machine coûte un petit peu moins en charges radioactives, donc on peut multiplier le nombre de visites pour suivre au plus près l'évolution d'une pathologie. Alors ce qui est très 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 extraordinaire dans ce qu'il nous a dit, c'est qu'ils étaient les seuls au monde à avoir des images aussi précises. Alors il ne nous vendait pas évidemment sa machine, mais justement nous on lui posait la question, pourquoi blockchain ? Il nous dit, nous on a une image ultra précise. Mais par contre, vous avez un accident de voiture, vous avez un traumatisme crânien, ça se passe à 3h du matin, vous arrivez dans un hôpital parisien, on fait une analyse avec notre machine de votre cerveau, mais par contre, il n'y a pas forcément le praticien ultra spécialisé qui peut donner un diagnostic. Et bien là, on change de fuseau horaire. Il est 3h du matin à Paris, il est 21h peut-être ou 20h en Californie. Et bien là, on a un praticien qui est disponible, qui reçoit. Et là, d'un seul coup, il y a des transferts de données ultra confidentiels. Exactement. Et donc, tout ce réseau de gestion de données est tracé et tracé par blockchain. Voilà la chose comme quoi on peut aller... Mais on en avait parlé quand on avait été à l'Ethereum Forum Conférence. Oui. On en avait parlé avec une jeune femme qui nous avait
beaucoup. C'était grandiose. On vous invite à revoir l'épisode d'ailleurs. C'était vraiment super sympa. Encore merci Alexandre si tu nous regardes. C'était vraiment un super moment. Bon, enfin, en tout cas, on a parlé aussi bien entendu des puces. On a parlé effectivement des électrodes qu'on positionne effectivement sur le cerveau pour les malades de Parkinson. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la capacité d'être aussi précis que cela dans les images qu'ils nous ont montrées, permet des avancées absolument fantastiques, puis surtout d'adapter le bon soin à la bonne personne parce qu'on est sûr de ce que l'on fait. En tout cas, c'était un échange absolument passionnant. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de monde aujourd'hui, mais on a finalement rencontré moins de startups parce qu'on a discuté beaucoup à chaque fois. Donc c'était vraiment le concept sympa. Nous y reviendrons sur la fin, le pourquoi du comment. Ensuite, qu'est-ce que l'on va avoir On a parlé d'énergie. Énergie, effectivement. Alors peut-être que vous connaissez SolarCity, qui est un concept de partage d'énergie photovoltaïque à l'échelle d'un groupe de résidentiel de maisons, à l'échelle d'un groupe de maisons, voilà, qu'on peut appeler une résidence. Une résidence. Ça pourrait être un arrondissement, ça pourrait être. Oui, ça peut être. Enfin bon. Même bref, une ville. J'ai oublié le mot. Et bien, donc il va revenir. Un lotissement, voilà, un lotissement, enfin un groupe de maisons, lotissement. Bon, voilà. Excusez-le, fatigué. Donc SolarCity que l'on connaît puisque Elon Musk en est un des actionnaires. Là, on a rencontré une société qui s'appelle SunChain. Alors SunChain, pourquoi Chain? Parce que blockchain, et Sun parce que c'est sur de l'énergie photovoltaïque. L'idée là, elle est relativement puissante, c'est-à-dire que vous allez avoir une production d'énergie photovoltaïque qui se fera en un ou plusieurs lieux, et vous aurez le partage de cette énergie gratuitement avec d'autres lieux. C'est-à-dire que par exemple, vous avez le toit d'une usine qui normalement ne fonctionne pas forcément le samedi et le dimanche. Il y a des panneaux photovoltaïques et ces panneaux photovoltaïques produisent de l'énergie et vont distribuer cette énergie auprès alors peut-être un logement social qui est à côté, une mairie, une salle de sport, etc. etc. Et alors l'intérêt de la blockchain, c'est-à-dire de garder confidentielles toutes les données. Pourquoi ? Parce que finalement, cette salle de sport qui reçoit l'énergie, elle va la recevoir alors que partiellement la suffisance en énergie fournie par ces panneaux photovoltaïques. Donc, elle va devoir être reliée malgré tout au réseau électrique et payer une facture. Eh bien, leur système permet justement de déclarer à l'énergéticien, alors bon, chez nous par exemple EDF, à déclarer à l'énergéticien quelle est la quantité véritable que vous avez consommée d'énergie en venant d'EDF, et la quantité finalement que vous avez consommée entre guillemets gratuitement parce qu'elle vous a été fournie par ces panneaux photovoltaïques partagés. Et à partir de là, ce système de sécurisation des transferts d'informations se fait par un système blockchain privé, qui est d'ailleurs en proof of authority, parce que là il y a le proof of stake également sur le côté énergivore et le proof of work. Là, c'est le proof of authority. Donc coût zéro, bah oui, coût zéro en énergie. C'est une blockchain privée, donc en plus blockchain privée, coût zéro, et puis heureusement parce qu'ils sont dans l'énergie, donc ça c'est pas mal. Ça c'était intéressant. Alors ensuite on avait un dernier point sur blockchain, c'était sur la traçabilité produit. Oui. Qui là t'a beaucoup intéressé. Oui, mais alors toi, quand t'es quand même dans la. Bien entendu. C'est un spécialiste de la dégustation. On connaît Mathieu par. Oui, bon, alors ne fais pas. Oui, bon, enfin bon. Non, mais on sait. Voilà. Alors ça, c'est une société qui était sur le stand de l'Italie. On vous a dit, Pascal vous a dit il y a 2 jours que pas mal de pays, notamment l'Afrique, mais d'autres pays étaient représentés. Israël, le Maroc, et là on avait le stand de l'Italie. Exactement. Et c'était une société italienne qui proposait une traçabilité sur le produit, c'est-à-dire vous allez vendre, enfin plutôt nous allons acheter un produit qui vient d'un pays un peu lointain, eh bien on va avoir la garantie par une traçabilité blockchain de l'origine du produit. Alors, on n'est pas en train de parler de chaîne du froid, etc., de la conservation du produit. L'origine même vraiment l'origine du produit. Du producteur, pour remonter à l'origine. Et donc, elle insistait beaucoup d'ailleurs, cette personne, sur la notion de valeur. C'est-à-dire, pour les produits qui sont plutôt des produits, on doit vanter le terroir, on doit vanter l'origine, que ce soit le vin, que ce soit le fromage, chez elle notamment parmesan, les vins aussi en Italie, qu'elle nous citait en exemple, et qui permettent de remonter jusqu'à
jusqu'au producteur et en passant par tous les transformateurs et intermédiaires jusqu'au produit final. Et tout ça par un QR code via Facebook. Et c'est la certification de l'origine qui crée la valeur. On se souvient tous de la feta qui ne venait de partout sauf de Grèce, ou du parmesan, comme tu l'as cité, qui vient de partout sauf de l'Italie, etc. Et bien là, la valeur est dans l'originalité et de l'origine et la traçabilité de l'origine. Ça, c'était intéressant. C'était pas mal. Il y a une société française qu'on n'a pas pu voir. On était très, très embêtés parce que finalement, ils font quelque chose d'à peu près similaire. Il s'appelle Fleur d'ici. Si vous y allez demain, on sait qu'ils seront demain, c'est sur le stand d'Orange. Il s'appelle Fleur d'ici. Eh bien, eux, ils font des fleurs françaises et ils garantissent leur traçabilité justement avec le même processus, avec la blockchain. Donc, on voit là... beaucoup de blockchain privé, parce qu'on n'a pas du tout entendu parler de minage, globalement de minage, de problématiques liées à l'énergie. On n'a pas entendu parler ni d'Ethereum, etc. Alors quelques éléments autour naturellement du Bitcoin, parce que ça traînait, bien entendu. Mais en tout cas, il n'y avait pas une notion de blockchain publique et transparente qui était apparue. Beaucoup de solutions autour du privé. Voilà. Donc en tout cas, un esprit blockchain as a services, comme on le disait déjà, à Vegas. Et puis surtout, on pourra conclure que la blockchain apparaît de plus en plus, non plus simplement comme un outil, mais aussi comme un support. On y reviendra peut-être dans un épisode. Tu auras ta tribune, mon cher Lionel, je te le promets. Comme support notamment de valorisation à travers la traçabilité et à travers la sécurisation de cette traçabilité. C'est ça. Alors, là on a vu quand même pas mal de trucs autour de ça, c'était le thème d'aujourd'hui. Voilà, c'était un peu le thème de la journée. Hier, mobilité, beaucoup, mobilité, robots, VR, etc. VR, on n'a pas tout parlé, on va donner une petite aussi... on a oublié l'événement de l'été. Et puis là, on voudrait revenir un peu sur nos coups de cœur, ceux qui nous ont plu. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près ça dans le programme. Ouais, c'était des coups de cœur d'hier et d'aujourd'hui, finalement. Oui, parce qu'on n'a pas pu tout vous placer hier. C'est normal. En premier, je pense qu'on peut parler de celui-ci. Oui, alors parce que c'est l'événement de l'été. La Coupe du Monde. Coupe du Monde. Coupe du Monde de foot, pas Coupe du Monde de badminton. Quoique nos amis qui jouent au badminton sont très sympas et vous pouvez vous abonner. Non, on va dire que la Coupe du Monde de football, évidemment, draine beaucoup plus de téléspectateurs que d'autres sports, même pour certains très connus. Alors là, c'est MyTF1 qui présentait. Alors ça se fera avec l'application MyTF1. Donc ça, vous pouvez la télécharger sur n'importe quel smartphone. Vous mettrez un casque VR. Alors, même le casque VR le moins cher, c'est celui qui est vendu par Google en carton. Il doit coûter 10 € le casque ou 5 € le casque. Vous mettez votre smartphone à l'intérieur. Simplement, vous avez les deux petites lentilles pour les yeux. Et là, vous allez pouvoir suivre la Coupe du Monde avec les matchs retransmis sur MyTF1, avec cette immersion que procure le VR, et la capacité de choisir vous-même les angles de caméra, c'est-à-dire qu'en pointant sur des cercles qui apparaissent sur votre écran, en pointant pendant un certain temps, un petit point arrive, hop, vous changez d'angle de caméra et vous pouvez comme ça suivre complètement le match et faire peut-être même le commentaire. Exactement. Bientôt, il y aura même des créateurs de contenu pendant les matchs, ce qui existe en partie, mais en tout cas, là c'est une nouvelle expérience, c'est sympa. Alors toujours le même problème, la définition qui va pas. Ça t'as pas aimé. De toute façon, tant que ce sera pas du 10K, ça passera pas du 8K, ça sera compliqué. C'est vrai que globalement, il y a quand même ce sentiment un peu d'étouffer encore dans ces casques, donc il y a un vrai sujet autour encore du support, du device avec lequel on va consulter. Alors, en même temps, la personne nous disait que globalement, on pouvait le faire via l'application sans avoir de casque VR. Oui, mais c'est quand même moins fun. Ce qu'on aime bien, c'est avoir Zizou à côté de nous. C'est tout ça. C'est toi qui as le dossier là. Tu avais préparé une petite image, je ne l'avais pas vue celle-là. Ah oui, voilà. Mais j'en ai d'autres. Attention, on passera pas celle d'hier. Donc effectivement, non, mais c'est vrai que en tout cas côté ergo et praticité, bof. Par contre, au niveau effectivement de l'expérience, c'est une nouvelle manière de consommer des contenus. Donc effectivement, on les personnalise et on personnalise sa manière de regarder un match de foot. Donc, qu'est-ce qu'on avait aussi d'autre dans nos baskets? Celui-ci. Il me paraissait intéressant, qui était chez SAP, pas très loin d'ailleurs du studio des Digital Men, puisqu'ils sont à 100 mètres, nos petits amis allemands. Et donc effectivement, ce qui est intéressant avec un de leurs projets qu'ils ont présenté sur cette édition de Vivatech, ça a été la capacité, grâce à un système d'information qu'on pourrait assimiler à une data management platform qui offre une vision de tableau de bord en temps réel de ce qui se passe dans un aéroport et
de la manière dont on peut le gérer en fonction des différents événements qui arrivent, que ce soit la gestion des bagages, la gestion du catering pour tout ce qui est nourriture dans les avions ou autres. Enfin, projet qui était intéressant et qui a suscité effectivement pas mal d'intérêt, puisqu'il y avait toujours beaucoup de monde autour de ce projet. C'est-à-dire pour les gestionnaires d'aéroports, comme Aéroport de Paris par exemple, ça peut être très intéressant pour mobiliser des personnels, j'imagine, de bien détecter où il y a un problème de flux. Alors un problème de flux, que ce soit au niveau des bagages, des personnes, etc. Parce que finalement un avion est en retard, un deuxième avion arrive, c'est un Airbus A380. D'un seul coup, on a une sur-exploitation des couloirs, etc. Exactement. On peut imaginer c'est une gestion du ça flux, optimise, ça optimise au niveau du personnel. Alors ce qui est marrant, c'est qu'SAP a proposé plein de solutions comme ça. C'est vrai que plus ça va, plus ils iront peut-être dans la solution métier, au-delà de la solution qui permet d'administrer le système. En tout cas, il y a plein de choses intéressantes qui ont été présentées. Qu'est-ce qu'on pourrait présenter? Tu as essayé de te faire hypnotiser, je crois, mais c'est oui, pas mais finalement. pas forcément. T'es pas tombé dans le. Pas tombé dans le petit truc à billes là. Projet très confortable. Voilà, très confortable. Projet autour de la VR avec HypnoVR qui vous propose effectivement au travers de la réalité virtuelle une séance d'hypnose et donc de relaxation. Pas mal de sujets autour de la santé qu'on a pu voir, pas mal de redites avec beaucoup de choses qu'on avait vues comme Dream notamment qu'on avait vu aussi à Las Vegas qui était également présent. Oui, qui est le casque pour détecter les problématiques et les rythmes de sommeil. Exactement. On l'avait ce casque-là ou on en avait pris au CES on en avait quelques-uns, mais là en tout cas on n'a pas les. C'est très léger. Mais à côté d'HypnoVR, ce qui était intéressant, c'était également de la décontraction. Il y avait des promesses d'autres stands qui partaient dans de la relaxation, etc. C'était pas forcément de l'hypnose, c'était aussi de la relaxation. Voilà, il y avait la VR pour la relaxation, notamment pour les personnes qui étaient alité en hôpital. La capacité, alors j'ai plus le nom en tête parce que on en a vu beaucoup, mais de créer avec un casque des univers virtuels qui sont relaxants et qui permettent à une personne qui est immobilisé pendant plusieurs jours, voire des fois plusieurs mois, de s'évader en toute simplicité, et ce, quel que soit son âge. Des projets qui étaient pas mal, intéressants de ce point de vue-là. On voit que la VR commence à sortir de son aspect ludique, du gaming, de la gadgetisation, pour créer véritablement de la valeur. Mais encore une fois, faut de l'humain, souvent pour équiper les gens, faut l'équipement. Donc c'est vraiment dans des use cases qui sont encore assez périmétrés. Et puis, toujours un problème de définition d'optique qui est absolument lié à l'infrastructure que l'on est obligé pour l'instant de vous mettre sur les yeux. On a fait le tour un petit peu aujourd'hui. On voulait. Il y a aussi le cireur de chaussures automatique. Alors ça, c'était chez McKinsey. Alors chez McKinsey, je comprends pas pourquoi ils avaient ça, mais chez McKinsey, je me dis peut-être qu'ils ont besoin dans leur bureau d'avoir des chaussures toujours nickel. C'est important. J'ai acheté un robot par paire de chaussures que j'ai. Voilà, c'est ça, c'est pas mal. On a vu aussi, ça, c'est effectivement. Alors, ça reprend un peu le principe du e-skin qu'on avait vu à Vegas. Oui, mais alors qui était sur le golf, et qui était un peu gros. Les capteurs, on les trouvait un petit peu volumineux. Là, c'était beaucoup plus discret. Beaucoup plus fin, beaucoup plus, je dirais. Beaucoup plus fin, on peut résumer ça comme ça. On peut peut-être imaginer que c'est plus facile à porter. Plus facile à porter, et le tissu vous permet d'un truc de remonter. Alors c'était principalement destiné à un usage de suivi médical de personnes qui avaient déjà des contraintes cardiaques ou autres, et donc naturellement de pouvoir les suivre en temps réel et de manière plus facile. Oui, parce qu'il y avait un relevé permanent de température, de rythme cardiaque, etc. Donc ça c'était quelque chose qu'on a trouvé également intéressant. Bien entendu, toujours, il y a toujours des capteurs par-ci par-là. De toute façon, dès que je traîne, j'aime bien ça. Sur les bébés, où vous mettez un petit capteur sur un bébé, et puis naturellement ça vous permet en temps réel de savoir si tout va bien. Alors quand vous dormez, ça vous évite naturellement de vous lever pour voir si votre gosse respire encore. Les parents me comprendront. Et puis on a vu aussi bien entendu une cabine d'essayage connectée, comme on a vu plein. Alors en même temps ça parle, je dirais que c'est dans cette philosophie qu'on a pu connaître il y a quelques années avec Winter, dématérialisation de la boutique. Là on voit bien qu'on est dans une cabine connectée qui en tout cas était intéressante, puisqu'il y avait une simplification quand même de l'interface utilisateur. On comprenait assez facilement
facilement ce qu'il fallait faire. Là, encore une fois, a priori, elle serait déjà chez Tam, déjà chez Uniqlo, Indies, etc. Bon, voilà, il y a déjà quelques POC qui sont à droite à gauche. Et c'était présenté sur le stand de la Poste. La Exactement. Poste qui avait 100 startups quasiment, mais c'était juste, fallait passer une journée quasiment sur le stand de la Poste pour voir la Poste, fallait passer au moins une journée une journée, vous êtes gentil, mais enfin pour voir 100 startups. En moyenne, si vous tournez à 15-20 avec des échanges par jour, c'est déjà beaucoup. J'imagine bien que 100, il faut quand même plusieurs jours. Donc il faut vraiment cibler, et en même temps, ça nous amène peut-être à une partie de notre conclusion. C'est-à-dire que oui, la question que l'on avait posée à Pascal en disant voilà, cette édition, vu les speakers, vu les grandes compagnies qui ont encore rejoint, même si Carrefour est parti, l'arrivée de Thales, l'arrivée d'HP, etc., est-ce que c'était l'édition de la maturité ? Alors finalement, aujourd'hui, on s'est dit, bon, alors on n'a pas les rockstars, on n'a pas Macron le matin, on n'a pas Mark Zuckerberg le soir. On a d'autres rockstars. Voilà, bon, il y avait Mounir qui était là, voilà, Mathieu. C'est le remplaçant, voilà, il joue remplaçant, il est secrétaire d'État du voilà. Et puis il y avait quand même une rockstar, mais qui est là tous les ans depuis 3 ans, qui était Eric Schmidt aujourd'hui. Donc il y avait moins de personnes qui voulaient absolument trouver une place dans le plus grand amphi qui était le Stage 1. Et on a eu l'impression que toutes ces personnes qui avant étaient dans l'amphi, eh bien ils étaient sûrs. C'était dans les allées. C'était dans les allées. Je vous laisse imaginer. Les allées étaient beaucoup plus encombrées aujourd'hui. Vous l'avez vu. Une petite photo juste en début de matinée pour vous dire à quel point c'était juste l'enfer. C'était vraiment blindé. Mais vous l'avez vu dans l'introduction qu'on vous a faite, derrière, on était à 11h moins le quart, il y avait beaucoup de monde dans les allées. Et puis en même temps, ajouter à cela le fait que naturellement, le vendredi après-midi, certains participants ont effectivement soit pris leur après-midi pour venir, soit ont pris du temps, etc. Bon, naturellement, le vendredi est toujours un moment assez chargé. Je n'imagine même pas demain ce que ça doit être, parce que le public vient principalement pour voir des tests, des POC, tester, jouer. Donc le côté gaming, expérience, comme on peut l'avoir chez Alibaba, comme on peut en avoir chez Samsung, chez Facebook ou autre, naturellement, il va y avoir des queues complètement infinies. Le RoboPark d'EDF va être certainement saturé. C'est vrai qu'on a vu quand même cette année une densité de startups complètement énorme. Et donc c'est vrai qu'on on s'est dit c'est pas l'édition de la maturité, c'est l'édition de la saturation. Ouais, c'est vrai qu'on a été assez saturé. Non, mais je vous raconte pas. Moi, BNP, le stand BNP, effectivement. Alors, félicitations à l'architecte. C'est très beau. C'est très beau. Il y a beaucoup d'infrastructures extérieures, mais ils ont mis les startups à l'intérieur. Oui. Et ils ont mis des projecteurs très hauts et très forts. Et très chaud. Alors, ils ont mis une petite fontaine à eau. D'ailleurs, on a squatté le lieu pendant 10 minutes. Mais sinon, il fait très chaud. Alors, déjà, les startups, il y en a beaucoup. Ah oui, énormément. On a du mal à y accéder. Leurs espaces sont tout petits. La partie présentielle est réduite au minimum. Ils sont 1 ou 2. La partie présentation de produits est quasiment réduite à néant. Alors, à part au Maroc, ils avaient mis des tables, un peu plus jolies, des corners avec des écrans, avec des imitations de faïences marocaines, etc. C'est vrai que quand on tasse dans un espace de toute façon délimité, beaucoup plus de startups qu'il ne pouvait certainement y en avoir l'année dernière, parce qu'on a vraiment, ne serait-ce qu'entre Orange et La Poste par rapport à N-1, c'était énorme. Donc on voit bien que c'était effectivement très dense. Donc l'année prochaine, serait super cool que vous preniez 2 halls. Mettez les labs d'un côté et puis vous mettez le Hall of Tech de l'autre. Où là on a plus de la démonstration de sociétés qui viennent présenter leurs solutions. Ce serait super cool. Voilà, et ça serait plus pratique sûrement pour les compagnies, parce qu'elles pourraient mettre un petit peu plus de place à la disposition des startups qui ont gagné leur challenge. Et puis surtout, on avait quelque chose qui était un gros problème, je trouve, c'est qu'on avait, on l'a déjà dit hier, beaucoup de compagnies qui n'avaient pas fait l'effort de lister les startups qui étaient sur leur stand. Orange avait fait quand même l'effort d'avoir cette liste et une hôtesse qui venait vous renseigner, parce que nous, quand on a cherché, on vous l'a dit tout à l'heure, on voulait chercher Fleur d'ici, parce qu'on était intéressé par sa technologie blockchain pour garantir la traçabilité de ces fleurs qui sont 100% françaises. Eh bien, je suis allé voir l'hôtesse et elle m'a dit « Ah, mais Fleur d'ici n'est là que demain, samedi. » Dommage. Voilà. Donc, ça veut dire samedi, que... on travaille pas. Et ça, c'était le problème. C'est-à-dire que vous aviez des startups qui n'étaient pas là forcément tous les jours. Alors, peut-être parce que certains étaient B2C, d'autres B2B. Croyez-vous que le public du samedi va venir leur acheter quelque chose ? Ça, j'ai pas très, très bien compris. En tout cas, ce qui est sûr, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Le hall numéro 1, c'est
un des plus grands halls, si ce n'est le plus grand du Parc Expo de Versailles. S'il vous plaît, messieurs de Vivatech, voilà, il est en train de s'étouffer complètement. S'il vous plaît, messieurs de Vivatech, l'année prochaine, prenez un deuxième hall, réorganisez l'espace, parce que là, c'est juste de la saturation. Là, c'est la victime presque du succès, parce que grosse attente, grosse communication, beaucoup de startups, enfin bon, bref. Donc j'en perds ma voix tellement. On voit des trucs géniaux. Mais c'était sympa. Franchement, on a quand même passé une bonne édition. Pas mal de redites. Est-ce qu'on a eu un gros effet waouh? La réponse, on a eu des effets sympas. Mais globalement, effectivement, on s'est quand même bien marré sur ce Vivatech. Oui. Voilà. Oui, et puis alors on remercie toutes les personnes qui sont venues à notre rencontre, qui nous ont dit bonjour. Merci à tous mes anciens étudiants de l'IM avec qui j'ai apprécié de retrouver, que j'ai apprécié de retrouver sur le floor de Vivatech. C'était vraiment des moments sympas. Puis n'hésitez pas à partager les vidéos, puis à venir nous voir aussi ici, puisqu'on pourra peut-être tourner très certainement ensemble plein de choses. En tout cas, ça nous a fait plaisir de les revoir, parce que moi, c'est plus mes étudiants, mais c'est encore un peu ce Lionel quand même. Voilà, merci à Pascal aussi pour cette préparation, parce qu'elle s'est quand même tapé tout le fichier que tu as scrappé également en ligne. Et donc, c'est vrai que grâce à cet outil de travail, on a quand même pu travailler beaucoup plus rapidement. On a été un petit peu plus vite. Voilà, on a remercié tout le monde. Oui, parce qu'on ne remerciera pas les ingénieurs qui ont mis le réseau sur le hall numéro 1. Alors je pense que là, il faut changer. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut changer de prestataire, les gars. C'est pire qu'à Las Vegas et on est 15 fois moins. Mais on s'est laissé, on a traîné l'oreille chez Orange. Ils nous ont dit non, mais c'est pas de notre faute en fait. Les propriétaires, on va dire, des murs mettent eux en place les bornes qu'il faut pour pouvoir être surdimensionnés ou dimensionnés pour les expositions qu'ils font. Bon, donc là, il y a un gros problème de Wi-Fi, il y a un gros problème de 4G, tout court, parce que même les SMS, les 3/4 du temps ne passaient pas. C'est quand même relativement contraignant. Si nous avons tout dit, eh bien, on va vous dire on va conclure. Demain, c'est le dernier jour, que l'on ne sera pas là, puisque nous, on avait dit qu'on avait piscine, et c'est le dernier jour, le 26. Essayez d'y aller pour ceux qui n'y sont pas allés. C'est beaucoup moins cher, on avait dit 10, 20 euros. Oui, je crois Par que c'est 25 euros. Il risque d'y avoir énormément de monde. Alors, un conseil, allez-y extrêmement tôt parce que ça ouvre extrêmement tôt. Samedi, ça termine, ça finit 7h30, 19h. Oui, aujourd'hui. Demain, ça ouvre à 9h et ça se termine à 18h si je ne me trompe pas. Donc c'est tôt quand même. Ah oui, d'accord. Pour un salon. Voilà. Tout de suite. Alors. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Merci à tous de nous avoir suivis, partagé cette vidéo. Si bien entendu, elle vous a plu, si vous avez aimé Vivatech, que vous y avez participé, n'hésitez pas à la commenter. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures autour du digital. Merci Lionel. C'était une aventure sympa. Et on n'est pas si fatigué. Et on n'est pas si fatigué. Tout va bien. Allez tous au resto. Bye bye.